Je m'appelle Daniel Bueno d'Alto et je suis chercheur scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de recherche et de développement de Sherbrooke. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les effets des fortes doses d'oxyde de zinc alimentaire sur les niveaux des oligoéléments en post-sévrage chez le porc. On sait que le sévrage est un moment de stress intense pour le porcelet et ces stress est relié à une autre incidence de problèmes gastro-intestinaux. Au cours des années, l'utilisation prophylactique d'antibiotiques, d'antimicrobiens en post-sévrage a été utilisée pour faire face à cette problématique. Mais au cours des années, la science a démontré que cette stratégie, l'utilisation préventive, prophylactique d'antimicrobiens, est une cause de développement de la résistance antimicrobienne aux antibiotiques. Donc, on a cherché des alternatives à cette stratégie et une des alternatives, c'est l'utilisation de fortes doses de zinc, d'oxyde de zinc, alimentaire. Mais plus récemment, cette stratégie, elle a été remise en question à cause des problèmes, des préoccupations environnementales, mais aussi des résistances bactériennes, microbiennes aux antibiotiques, mais en ce moment-là causées par l'oxyde de zinc, par les doses supranutritionnelles d'oxyde de zinc. Malgré nous avons avancé notre connaissance sur ces deux aspects qui sont très importants, on n'a pas beaucoup de connaissances, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'impact de cette stratégie nutritionnelle, l'utilisation des fortes doses d'oxyde de zinc sur le métabolisme du porcelet. Et pourquoi cette question est importante? Parce que les micronutriments sont nécessaires, sont essentiels pour assurer la résistance, la robustesse des porcelets. Alors, je vous présente ici les résultats d'un de nos derniers projets. Alors, nous avons sélectionné 120 porcelets à 14 jours d'âge, puis au sévrage, au jour 21, ils ont été répartis en 3 traitements, donc 100 mg par kilo de zinc sous la forme d'oxyde de zinc, 1000 mg par kilo de zinc ou 3000 mg par kilo de zinc, toujours sous la forme d'oxyde de zinc. Alors, au jour 21, 23, 35 et 42, 10 porcelets par traitement ont été abattus pour le prélèvement d'échantillons de sérum, jéjunum, foie et rein. Un aspect très important dans ce projet, c'est que les teneurs de cuivre et fer étaient constants pendant tout le projet, donc 130 mg par kilo de cuivre, c'est un niveau très élevé en cuivre, et 260 mg par kilo en fer, c'est aussi un niveau assez élevé. Alors, nous avons analysé les niveaux de zinc et cuivre dans tous les tissus. Et nous avons aussi déterminé l'expression de l'ARN dans le jéjunum, le foie et le rein. Donc, je commence à vous présenter ici nos résultats. Donc, pour le transporteur intestinal de zinc, nous avons ici la ZIP4, c'est le transporteur responsable pour l'absorption du zinc présent dans la lumière intestinale, alors le zinc alimentaire. Nous avons aussi la ZNT1, c'est responsable pour la libération du zinc intracellulaire, et la ZIP5, qui est responsable pour l'absorption du zinc, mais du zinc présent dans les sangs, alors dans les sangs systémiques, pas le zinc alimentaire. Le résultat nous démontre que les plus de zinc qu'on ajoute dans notre aliment, le moins exprimé sera le transporteur ZIP4. Alors, ça démontre un mécanisme d'homéostasie pour réduire l'absorption du zinc. Par contre, quand on regarde la ZNT1, qui est responsable pour la libération du zinc intracellulaire, on voit que les plus de zinc alimentaire, les plus exprimés sera ces transporteurs-là. Alors, on voit ici, avec ces deux transporteurs, un mécanisme d'homéostasie très intéressant
où on a une réduction de l'apport de l'absorption. En même temps, l'absorption, le zinc qui est absorbé sera libéré de façon efficace pour éviter alors une cytotoxicité au niveau intestinal. Et aucun effet de traitement a été observé au niveau de la ZIP5. Alors, la quantité totale de zinc trouvée dans les tissus intestinaux, dans le jéjunum, a été plus élevée avec la supplémentation à 3000 mg par kilo en zinc, même avec une absorption moins efficace à cause de la ZIP4, comme on vient de voir. Alors, si l'absorption est moins efficace, pourquoi on a plus, la quantité totale est plus élevée? Ben, c'est un peu mathématique. Alors, si on fait une comparaison, par exemple, les traitements à 100 mg par kilo versus 3000 mg par kilo, 10% d'absorption dans les traitements à 3000 ppm, 3000 mg par kilo, nous donne une absorption théorique de 300 mg. C'est juste un exemple. Je ne parle pas des données réelles, c'est juste un exemple. Alors, 10% de 3000, c'est 300. 50% de 100 mg par kilo, on parle de 50 mg. Alors, même si l'absorption de 3000 mg par kilo est moins efficace, disons par exemple 10%, elle est encore, la quantité totale sera encore plus élevée que dans les traitements 100 mg par kilo avec une absorption théorique, encore une fois, de 50%. Alors, on va parler des transporteurs au niveau hépatique dans le foie. Ici, la ZIP5, encore une fois, responsable pour l'absorption du zinc qui vient du sang. Alors, dans ce cas ici, on peut parler, par exemple, de la veine porte qui transporte tout le sang qui vient du système gastro-intestinal. Et encore une fois, la ZNT1 qui est responsable pour la libération du zinc intracellulaire. Au niveau hépatique, la ZIP5, elle a été stimulée, son expression a été stimulée par les traitements contenant 3000 mg par kilo en zinc. Et aussi, des résultats similaires ont été observés sur la ZNT1. Alors, encore une fois, on voit ici un mécanisme d'homéostasie. Dans un premier temps, pour réduire les niveaux sanguins en zinc, alors le foie absorbe le plus de zinc possible, mais dans un deuxième temps, il essaie de libérer du zinc aussi pour éviter alors une cytotoxicité au niveau hépatique. Et quand on parle de quantité totale en zinc dans le foie, on voit encore une fois 3000 mg par kilo de zinc alimentaire qui présente les concentrations plus élevées au niveau du foie, avec des niveaux intermédiaires pour 1000 mg par kilo de zinc et les niveaux plus faibles dans les traitements à 100 mg par kilo de zinc. Si on regarde alors les reins, encore une fois, les mêmes deux transporteurs qu'on a déjà parlé. Puis, on n'avait aucun effet de traitement sur la ZIP5, mais le transporteur ZNT1, il a été stimulé, son expression génétique a été stimulée par les traitements à 3000 mg par kilo en zinc, ce qui nous indique une plus grande excrétion de zinc au niveau du rein. Et encore une fois, la quantité totale de zinc dans le rein, on voit très clairement que les traitements à 3000 mg par kilo en zinc, c'est celui qui nous donne les résultats les plus importants, les résultats les plus, les valeurs les plus élevées. Et qu'est-ce que tout ça fait au niveau sérique? Alors, tous ces mécanismes d'homéostasie au niveau intestinal, hépatique et au niveau du rein, ça fait un résultat, comme on voit ici très clairement, le plus de zinc qu'on donne à l'animal dans l'alimentation, le plus de zinc on va voir au niveau sérique. Encore une fois, même si tous les mécanismes d'homéostasie
essaye de diminuer l'absorption du zinc et d'augmenter son excrétion. Proportionnellement, ces mécanismes-là sont encore pas capables de réguler les niveaux de zinc au niveau sérique, surtout dans les traitements à 3000 mg par kilo en zinc. On voit que jusqu'à 1000 mg par kilo en zinc, l'homéostasie est assez efficace. On n'a pas une grosse augmentation par rapport au niveau 100 mg par kilo en zinc, malgré significatif du point de vue statistique, mais pas si grosse que ça au niveau numérique. Mais à 3000 ppm de zinc, on voit que l'homéostasie n'est plus efficace pour contrôler le niveau stérique en zinc. Alors, j'essaie de vous montrer ici un petit schéma pour expliquer un peu tout ça. Alors, nous avons le niveau de zinc alimentaire et le niveau de cuivre et fer à gauche. Une cellule intestinale en premier, une cellule, on pourrait dire hépatique, ici à droite. Donc, normalement, quand on donne du zinc alimentaire, on va avoir une certaine synthèse de deux métalloenzymes dans toutes les cellules, dans le fond. Donc, nous avons un métalloenzyme qu'on appelle des métallothionéines et un autre qu'on appelle des ferritines. Alors, la métallothionéine, sa synthèse était stimulée par le niveau alimentaire en zinc, mais malgré elle se lie au zinc intracellulaire, son affinité est beaucoup plus élevée par les cuivres. Donc, on voit ici 3 molécules de cuivre et juste une molécule de zinc. Et la même chose se passe avec la ferritine. Donc, la ferritine, elle aussi, a été stimulée, sa synthèse a été stimulée par les niveaux de zinc alimentaire, mais son affinité est beaucoup plus élevée par le fer. Alors, une fois qu'on donne du zinc alimentaire à des niveaux nutritionnels, on va avoir une certaine augmentation du niveau de zinc dans la veine porte, par exemple, mais aussi dans les sangs systémiques. Et quand on parle de cuivre et fer, le niveau alimentaire, il fait augmenter aussi le niveau de cuivre et fer au niveau sanguin, mais on voit ici moins avec des valeurs dans une concentration moins élevée que le zinc parce que les cuivres et les fers resteront attrapés dans le génome et aussi dans l'intestin au complet, mais aussi dans la cellule hépatique. Alors, les niveaux sanguins, les niveaux sériques seront moins élevés. Quand on augmente le niveau de cuivre alimentaire, ça fait monter également le niveau de zinc dans le sang, comme on vient de vous montrer. Mais comme je vous expliquais, le plus de zinc, les niveaux alimentaires, le plus de zinc alimentaire qu'on a, le plus important sera la synthèse des métallothionéines et des ferritines dans les tissus intestinaux, mais également dans les tissus hépatiques. Alors, avec cette petite partie théorique, je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la pratique. Alors, ici, nous avons les transporteurs intestinaux de cuivre. Alors, tous les transporteurs responsables pour l'absorption du cuivre alimentaire, les transports intracellulaires et la libération du cuivre intracellulaire n'ont pas été stimulés dans nos projets, dans notre étude, mais la métallothionéine, elle a été stimulée de façon très significative au niveau intestinal dans le génome par les traitements à 3000 mg par kilo en zinc. Quand on parle de quantité totale de cuivre dans le génome, ce qu'on voit, c'est que le plus de zinc qu'on donne à l'animal, le plus de cuivre qu'on va trouver dans les tissus intestinaux. Puis, ça fait du sens parce que si on augmente le niveau de métallothionéine et la métallothionéine va séquestrer du cuivre, ben, ça fait du sens que le plus de métallothionéine, le plus de cuivre. Donc, ces résultats font vraiment beaucoup de sens. Au niveau hépatique, encore une fois, les transporteurs responsables pour l'absorption du cuivre et son transport intracellulaire n'ont pas été stimulés, mais la métallothionéine, encore une fois, a été très stimulée par les traitements
à 3000 mg par kilo en zinc. Et les transporteurs responsables pour la libération du cuivre, les ATP 7B, lui aussi était très stimulé par les traitements à 3000 ppm de zinc. Donc, je vous montre ici les résultats pour la quantité totale de zinc, des cuivres, désolé, dans les foies. Et on voit que, différemment du jéjunum, où la quantité de cuivre a augmenté beaucoup avec la plus grande quantité de zinc dans l'aliment, dans les foies, on a un résultat un peu différent. C'est une diminution très marquée de la quantité de cuivre dans les foies, dans les traitements à 3000 mg par kilo en cuivre, en zinc, désolé. Ces résultats-là, dans un premier temps, il a l'air de ne pas faire beaucoup de sens parce que, comme je viens de dire, si on augmente la métallocyanine intracellulaire, on s'attend que le niveau de cuivre doit augmenter aussi. Donc, je vais essayer de vous expliquer tantôt qu'est-ce qui se passe au niveau hépatique. Et finalement, on peut ici pour l'ATP7B, pourquoi elle est augmentée? Vu que le niveau de cuivre est très bas dans les foies, comme on vient de voir, je vais essayer de tout vous expliquer ça dans un instant, après que je vous montre ce qui se passe avec le rein. Donc, dans le rein, encore une fois, le seul transporteur, la seule protéine liée au métabolisme du cuivre qui a été exprimée de façon significative, encore une fois, la métallocyanine, avec une augmentation très importante dans les traitements à 3000 mg par kilo en zinc. Ces résultats nous indiquent qu'au niveau du rein, ça se peut très bien que l'élimination du rein ou, encore mieux, sa réabsorption, tout le cuivre qui est arrivé au rein, puis a été filtré, puis retenu pour être envoyé encore une fois à la circulation systémique. Ça se peut très bien qu'il a été retenu dans une grosse partie dans le rein pour les traitements à 3000 mg par kilo de zinc. Alors, on va avoir une séquestration importante des cuivres au niveau du rein et ces cuivres-là ne vont pas retourner à la circulation systémique. Et bon, c'est un peu ça qu'on regarde quand on voit les résultats des quantités totales de cuivre dans les reins. Encore une fois, les traitements à 3000 mg par kilo en zinc nous démontrent les valeurs, les quantités les plus élevées des cuivres dans les reins avec des niveaux intermédiaires pour les 1000 mg par kilo et le niveau le plus bas pour 100 mg par kilo. Donc, si on revient ici à notre schéma, je vais essayer de vous expliquer tout ce qui se passe avec le cuivre. Donc, une fois qu'on monte la quantité de zinc alimentaire, la synthèse des métallocyanines est plus élevée. Et également la ferritine. Je parle de la ferritine parce qu'on a aussi étudié le fer dans ces projets-là, mais à cause du temps, je ne peux pas tout vous présenter, mais j'essaie au moins de vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe avec le fer aussi. Donc, une fois qu'on augmente le niveau de zinc alimentaire, on augmente la synthèse des métallocyanines et ferritine dans les tissus intestinaux. C'est que va causer une grosse séquestration des cuivres et des fers au niveau intestinal. Comme on vient de vous montrer, la quantité totale de cuivre a été très élevée au niveau intestinal dans les traitements à 3000 ppm de zinc. Si une grosse quantité du cuivre alimentaire est attrapée dans les tissus intestinaux, ça fait diminuer la quantité de cuivre qui va arriver au foie. Mais, comme on voit ici dans la figure, les plus de zinc qu'on a dans l'aliment et qui va aussi être présent dans les seins systémiques fait augmenter le niveau de métallocyanine hépatique également. Donc, les peu de fer ou de cuivre qui arrivent dans les foies restera aussi attrapé au niveau hépatique. Et alors, au niveau sanguin, ce qu'on peut s'attendre, c'est une diminution très importante du niveau des cuivres, c'est ça, au niveau systémique, dans le système systémique. Alors, une augmentation importante des cuivres dans les tissus intestinaux, une réduction, une diminution du niveau des cuivres
au niveau hépatique parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuivre qui arrive dans les hépatocytes. Et ben, ça corrobore tout ça que je viens de vous montrer. Et au niveau du rein, ben, la figure, c'est un peu la même chose qui se passe au niveau intestinal. Alors, une grosse augmentation des métallocyanéines et tout le cuivre qui arrive du sang systémique, on voit c'est pas beaucoup, mais il arrive pour être filtré, tout le sang est filtré au niveau du rein. Et alors, tous ces cuivres qui ont été filtrés et qui étaient supposés d'être réenvoyés au sang systémique, ben, ils restent attrapés ici par la métallocyanéine et c'est là qu'on voit une augmentation du niveau des cuivres dans les reins aussi. Donc, tout ça fait en sorte que les teneurs en cuivre dans les sérums, il sera diminué de façon très significative avec le traitement à 3000 mg par kilo en zinc. Alors, une séquestration au niveau intestinal, une séquestration au niveau du rein et pas beaucoup de cuivre au niveau hépatique. Donc, les résultats, une diminution importante du niveau de cuivre dans les sérums. Et ben, je vais essayer de vous présenter ici rapidement un deuxième projet qu'on a réalisé, ce qui vient un peu supporter tout ça que je viens de vous parler, mais avec une autre perspective, avec des différentes ratios entre zinc et cuivre alimentaire. Alors, encore une fois, 120 pour scellé, les traitements ont débuté au jour 21, c'est le sévrage, des abattages au jour 21, 28, 35 et 42. Puis, on a récolté que du foie en ce moment ici. Puis, les traitements, bon, comme je vous avais dit, différents ratios entre zinc et cuivre. Donc, niveau élevé en zinc et niveau bas en cuivre, 3000 ppm de zinc et 6 ppm de cuivre. Niveau élevé pour les deux, donc 3000 mg par kilo en zinc et 130 mg par kilo en cuivre. Niveau bas en zinc et cuivre, alors 100 mg par kilo en zinc et 6 mg par kilo en cuivre. Et un bas niveau en zinc et un niveau élevé en cuivre, alors 100 mg par kilo en zinc et 130 mg par kilo en cuivre. Comme on peut voir, les niveaux élevés pour zinc et cuivre, c'est le même traitement qu'on a utilisé dans les projets précédents. Et bas niveau en zinc et haut niveau en cuivre, c'est aussi un traitement qu'on a utilisé dans les projets précédents. Les teneurs en fer, encore une fois, constant pendant tous les projets à 260 mg par kilo. Et ça, c'est important parce que les métabolismes du fer et les métabolismes du cuivre sont très reliés un à l'autre. Donc, si on avait des niveaux très différents des cuivres au long du projet, ça pourrait avoir une interférence assez importante. Nous avons analysé les niveaux de zinc et cuivre dans les foies. Alors, les résultats, on avait d'autres résultats à vous présenter, mais encore une fois, à cause du temps, j'essaie de me limiter un peu. Je vous présente plutôt les résultats les plus intéressants qui viennent supporter tout ce qu'on a parlé dans l'autre projet. Alors, les teneurs des zinc dans les foies, on voit ici que dans les deux traitements à des niveaux élevés en zinc alimentaire, ben, les niveaux de zinc dans les foies ont augmenté aussi, comme dans les projets précédents. Mais très intéressant au niveau du cuivre, on a ici les teneurs en cuivre dans les foies. Alors, on voit que le seul traitement où le niveau de cuivre a resté constant pendant tous les projets, c'est le traitement à bas niveau de zinc et haut niveau de cuivre. Alors, 130 mg par kilo en cuivre et 100 mg par kilo en zinc. Dans tous les autres traitements, soit bas zinc, bas cuivre, haut zinc, haut cuivre, haut zinc, bas cuivre, le niveau de cuivre a diminué de façon très importante. On voit que ça descend d'environ 60 à environ 20-30 mg par kilo entre le sévrage et les jours 42 à 42 jours d'âge. Alors, une diminution assez significative du niveau de cuivre dans les foies.
Et qu'est-ce que ça fait au niveau de la performance de l'animal? Est-ce que cet équilibre qui a été un peu brisé par les niveaux élevés en zinc a un impact sur la performance? Ben, ces projets-ci, ils démontrent que oui, ça peut avoir, où on voit que les niveaux élevés en zinc et cuivre, que c'est une pratique très courante dans l'industrie, des niveaux supranutritionnels en zinc et cuivre, les deux ensemble, ont donné les résultats les plus faibles de performance, mais les niveaux bas en zinc et haut en cuivre nous a donné les niveaux, la performance, les poids à l'abattage les plus élevés. Alors, les ratios idéaux entre zinc et cuivre pour améliorer pas juste le métabolisme du zinc et du cuivre, mais aussi la performance, c'est dans le fond un ratio avec des niveaux de zinc plus bas que celui pratiqué par l'industrie. Donc, en conclusion, les niveaux supranutritionnels de zinc ont un impact négatif sur le métabolisme du cuivre, ce qui peut éventuellement conduire à des situations de carence, comme on a vu au niveau hépatique et au niveau sérique. Un rapport zinc-cuivre optimal peut optimiser le métabolisme du zinc et du cuivre, comme on vient de voir dans ces deux, trois derniers diapos. Et finalement, des teneurs supranutritionnelles en zinc et cuivre peuvent nuire à la croissance, alors qu'un rapport optimal de zinc et cuivre alimentaire peut l'améliorer. Donc, avec ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention et ben, je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup.